On est 3 fondateurs, 3 ingénieurs, et du coup c'était une approche très pragmatique et très data-driven, c'est-à-dire qu'on a pris tout le funnel, et plutôt que de mettre le paquet sur l'acquisition, on s'est toujours posé la question, c'est quoi la priorité pour nous, et comment on va travailler pour faire plus de locations et plus de business sans forcément faire que de l'acquisition. Donc le premier sujet qu'on a beaucoup travaillé, c'était la conversion. Donc la conversion est passée de 10 à 30% en un an, pour la simple et unique raison, c'est que la métrique qu'on suivait le plus, c'était pourquoi on convertit pas. Bienvenue sur l'entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Idir Aït Siamer, CEO et cofondateur de Tractor. Idir partage avec nous son parcours dans les métiers du bâtiment et sa formidable aventure entrepreneuriale Tractor. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment il a étudié le marché et comment cela lui a permis de comprendre parfaitement bien les problèmes et les frustrations de ses clients. Comment ils ont réussi à passer leur taux de conversion de 10 à 30% en un an. Comment ils ont réussi à booster leur taux de rétention et générer 70% de leur activité avec des clients récurrents. Et les ingrédients clés, selon Idir, pour réussir à créer un service ou un produit dans le digital. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/24, le chiffre 24. J'ai aussi mis en ligne une récap des étapes essentielles pour réussir à créer un produit numérique qui cartonne. Vous la trouverez sur envou.co/formation. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 24. Ça tracte chez Tractor. Idir, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi? Oui, prêt. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Idir Aït Siamer, cofondateur et CEO de Tractor. Tractor est une plateforme qui permet de mettre en contact l'offre et la demande dans le domaine de la location d'engins de chantier BTP. C'est ça. Idir, avant de parler de Tractor, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? En fait, en vérité, Tractor, c'est mon tout premier projet, mon premier business. Pour revenir un peu à mon parcours, je suis ingénieur de formation, diplômé en 2012, ingénieur en travaux publics. J'aime bien dire que j'ai un double ADN BTP parce que de par ma formation et mes expériences, mais aussi parce que j'ai un entourage familial d'entrepreneurs et dans le secteur des travaux et du chantier. Donc j'avais travaillé un peu sur des chantiers assez prestigieux comme la Philharmonie de Paris ou la Cité du Cinéma. J'étais conducteur travaux, j'ai fait un peu de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage avant de monter ma boîte en 2016 suite à un constat qu'on a fait sur le... Ouais. Depuis longtemps. En fait, là aujourd'hui dans le secteur du BTP, j'ai un peu fait tous les métiers de manière assez rapide. Donc j'ai fait à la fois la partie maîtrise d'ouvrage client, la partie entreprise de travaux, la partie maîtrise d'œuvre donc sur la conception. Aujourd'hui, je loue des engins de chantier. Donc ouais, c'est assez sympa de voir un peu tous les métiers de l'industrie. Excellent. Et dire, tu as été longtemps salarié au début de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat? Ben moi, je viens d'un entourage très entrepreneur pour le coup. C'est-à-dire que mon père lui-même est entrepreneur. Il a fait plusieurs métiers. Il a été restaurateur, artisan taxi. Il a fait les marchés. Il a fait une agence d'import-export, une agence de voyage. Donc j'ai grandi un peu dans cette idée d'entreprendre. J'ai 2 oncles, un qui est entrepreneur dans la menuiserie aluminium, un autre qui fait tout ce qui est ouvrage hydraulique. Du coup, depuis tout petit, j'ai su que j'allais entreprendre, mais pas forcément monter une start-up. Je pensais que j'allais finir dans une activité très traditionnelle comme monter un bureau d'études ou réaliser des travaux. Finalement, j'ai monté une start-up et je suis très content par rapport à ça. Excellent. Et dire, du coup, on arrive sur Tractor. Comment tu as eu l'idée et comment s'est passé le démarrage? Alors, l'idée remonte maintenant à 2016. En fait, l'idée initiale, c'était, en gros, j'ai mon oncle qui a acheté du matériel pour effectuer ses travaux, donc des grues qui coûtent assez cher et qui l'utilisait très peu. Donc, il s'est dit, je vais monter une activité de location pour générer un revenu complémentaire. Donc, il l'a fait. Il a généré des revenus, mais il a été confronté à un certain nombre de problèmes opérationnels, comme les assurances. Il n'était pas assuré pour cette activité. Il avait des impayés. Il n'était pas forcément structuré en termes de logistique pour la location courte durée. Et du coup, le constat, c'était de dire, en France, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du matériel sous-utilisé et on pouvait les accompagner pour le mettre en location, mais qu'il fallait leur apporter une solution clé en main parce qu'ils n'étaient pas forcément structurés pour. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'intéresser à ce marché-là. Donc, moi, je suis issu d'une école d'ingénieur en travaux publics, donc j'avais pas mal de potes qui étaient en conduite de travaux. On a commencé à
à discuter avec des gens du terrain et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problématiques côté client. Alors quand tu dis nous, t'avais des collègues à toi, des anciens collègues à toi? Oui, en fait, j'ai 2 associés aujourd'hui. Donc il y a Julien qui m'a rejoint dès le départ, qui était un ancien collègue chez Mazars et qui voulait entreprendre de son côté. Donc il avait ses propres projets, j'avais les miens. Lorsque je lui ai parlé de l'idée Tractor, il a aimé parce que c'est un vrai marché, c'est un marché concret, il y avait un vrai besoin et la problématique lui parlait, donc il m'avait rejoint. Et puis on a été rejoint quelques mois plus tard par Laura, qui est notre CTO et qui s'occupe de toute la partie tech. Du coup, donc oui, on a commencé à parler avec les entreprises de travaux. On s'est rendu compte que, en fait, aujourd'hui, pour bien comprendre ce qu'on fait, je pense que c'est important de parler du marché. Le marché de la location d'engins de chantier, c'est un marché qui fait à peu près 5 milliards en France et 30 milliards en Europe. C'est un marché relativement jeune, qui est très peu digitalisé. Aujourd'hui, il est à la fois atomisé, donc il y a 2 gros acteurs qui dominent le marché avec 30% de part de marché. Et puis vous avez 3000 petits loueurs indépendants. C'est un marché qui est très opaque, c'est-à-dire qu'on connaît jamais la dispo et les prix en amont et on est obligé de consulter les loueurs pour le savoir. Et c'est un marché où, que ce soit la qualité ou le prix, c'est très disparate. Le prix peut varier du simple au triple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut louer une machine, on est obligé de consulter différents loueurs pour savoir qui a la dispo, à quel prix, et ensuite faire une ouverture de compte et réserver. Ça prend énormément de temps. Il faut savoir que les conducteurs travaux et les chefs de chantier le font souvent à la dernière minute, donc c'est assez anxiogène. J'ai mon chantier qui démarre dans 2-3 jours, faut que je trouve mes machines, et du coup je vais perdre du temps à consulter, sans forcément être sûr que je trouverai de la dispo, et je perds du temps à négocier, à faire des ouvertures de compte, etc. On a vu qu'il y avait énormément de sujets côté client, et pareil, on a commencé à discuter avec des loueurs, et les loueurs nous disaient, aujourd'hui sur notre journée type, on perd beaucoup de temps, parce qu'en fait, on est consulté pour des devis et mis en concurrence constamment, donc on a un devis sur 10 qui aboutit à une vraie location, et derrière, on perd beaucoup de temps sur l'administratif, les ouvertures de compte, récupérer les pièces, etc. Et beaucoup de temps en aval sur la gestion des paiements, et du recouvrement, des relances, etc. Du coup, on s'est dit, ok, super, il y a énormément de problèmes, côté client, côté loueur, côté offre, donc il y a des choses sympas à faire, et on va résoudre tous ces problèmes-là. D'accord. Comment on démarre, du coup? Là, on a l'idée générale. Ouais. Comment on attaque? On attaque, déjà, nous, en fait, pour délivrer le service, il nous fallait 2 actifs. Le premier, c'était un réseau de loueurs pour proposer des machines à la location à nos clients et une plateforme. Donc, en fait, on a un peu démarré comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois, en parallèle, on développait notre plateforme et en parallèle, on allait démarcher des loueurs à qui on proposait notre service. Au début, c'était un peu dur parce qu'en fait, on va voir des loueurs, on leur explique ce qu'on va faire, mais il y a rien de tangible, de concret. Donc, il y a pas de plateforme, il y a pas de client, il y a pas de business, il y a rien qui se passe. Et donc, du coup, c'est laborieux, mais on arrive quand même à convaincre certains loueurs qui nous rejoignent et à se constituer un premier parc de matériel. Et ensuite, on se dit à un moment donné, on va livrer la plateforme en octobre 2016. Et du coup, il faut qu'on se prépare peut-être en amont à commencer à constituer un portefeuille client. Comme ça, dès qu'en fait on met en route la plateforme, on fait des premières locations. Et pour ça, du coup, on a fait un peu fake it until to make it. On a mis des annonces un peu partout, comme quoi on avait du matériel à louer pour derrière générer des leads qu'on traiterait par la suite. Et en fait, dès les premières annonces, on a eu des leads chauds de gens qui avaient des besoins urgents. Et on s'est dit, c'est dommage de pas pouvoir les traiter parce qu'on n'a pas la plateforme qui est en ligne. Donc, on a commencé à faire un peu nos premières locations comme ça, c'est-à-dire que les gens nous appelaient, on les mettait en relation avec nos partenaires au téléphone, sans qu'il y ait de plateforme ni rien, de manière très traditionnelle. Nous, notre modèle économique, c'est de prendre une commission, donc on facturait notre commission et on l'envoyait par email, tout simplement. Et c'était vertueux parce qu'en fait, ça nous a permis, de faire des premières locations et de générer du chiffre d'affaires, et de mieux comprendre le métier, les enjeux liés à la location, les attentes des clients, celles des loueurs, etc. Ça nous a permis aussi d'accélérer l'acquisition des partenaires parce qu'en fait, lorsqu'on avait des demandes clients et qu'on n'avait pas forcément la machine adéquate, on allait démarcher d'autres loueurs en disant voilà, on est Tractor, on va mettre en relation les loueurs et les clients, les entreprises de travaux. Et on a déjà un client qui a un besoin pour la semaine prochaine pour une mini-pelle sur 5 jours, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, ça accélère vraiment cette acquisition de partenaires et ça nous a permis de développer beaucoup plus vite. Et en octobre, lorsqu'on avait mis en ligne la plateforme, on avait déjà des partenaires inscrits avec un parc matériel significatif et des clients qui étaient déjà en portefeuille et qui avaient des besoins récurrents. D'accord, excellent. Alors, tu as parlé de plusieurs soucis qu'avaient les loueurs et puis ceux qui avaient un parc d'engins de chantier. Comment vous avez priorisé toutes ces choses-là? Comment vous avez dit, ok, on va attaquer ça en premier, ça en deuxième, etc. Parce que vous démarrez de rien, quoi. Ouais. En fait, dans ce qu'on fait, il y a plusieurs briques. Il y a la mise en relation en soi. Donc, on va mettre en relation via la plateforme des loueurs pro avec des entreprises de travaux qui ont des besoins. Ensuite, il y a la brique, on va sourcer. Donc, aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une entreprise de travaux loue sur Tractor une machine, en fait, on a un algorithme qui va désigner le meilleur partenaire suivant la proximité au chantier, la dispo, la qualité de service, etc. Et ça fait gagner du temps à nos clients. Ensuite, il y a la brique sécurité qu'on apporte en sécurisant les paiements, les contrats, les assurances, etc. et en se positionnant
client comme un tiers de confiance, on aurait pu démarrer en se disant on va connecter les gens et puis ils se débrouillent entre eux. Pour nous, c'était pas suffisant parce que, en fait, aujourd'hui, autant mettre des annonces sur le Bon Coin ou sur les pages jaunes, etc. Ça apporte pas vraiment de valeur pour le loueur parce que il est toujours dans cette phase où il va éditer des devis, il va essayer de convertir avec des relances, etc. Et il prend toujours ses risques contractuels en termes d'assurance, en termes de paiement, etc. Donc pour nous, c'était essentiel dès le départ d'apporter tous ces services-là, quitte à ce qu'on les fasse dans un premier temps à la main, qu'on les gère à la main et au cas par cas, parce que c'est important de les traiter et c'est là où on crée de valeur en fait. C'est pas facile de gérer tous ces aspects-là, parce que ça soulève plein de sujets et plein de complexités, notamment le paiement et le paiement en B2B. Aujourd'hui, on a des clients qui vont payer comptant, on a des clients qui vont payer à 30 jours, des clients qui vont payer par carte bleue, d'autres par virement, par prélèvement. Des fois, c'est des paiements échelonnés suivant la durée de la location. Donc, ça rajoute énormément de complexité en termes d'exécution et en termes de techno. Mais je trouve que c'est nécessaire pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. Aujourd'hui, on a des loueurs qui sont très contents de travailler avec nous parce que Tractor leur génère du chiffre d'affaires entre 100 000 et 200 000 euros en moyenne. On les sécurise sur le paiement, c'est-à-dire que toutes les locations qu'ils font chez nous, ils dorment tranquilles parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun risque derrière. On leur apporte les assurances et les contrats juridiques et surtout on leur automatise tout l'administratif. C'est-à-dire que ils n'ont pas à éditer de contrats, de bons de commande, de factures, etc. Tout est automatisé par la plateforme et du coup ça leur permet vraiment de se focaliser sur l'essentiel qui est le service et la qualité de service. Donc livrer en temps et en heure nos clients avec des machines qui fonctionnent correctement et pouvoir intervenir rapidement en cas de panne. D'accord. Idir, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez pour faire croître Tractor? En termes d'acquisition pure, c'est le SEO, donc c'est le référencement naturel. Chez nous, en fait, il y a un élément qui est important, c'est le timing, c'est-à-dire que le client est réceptif à la proposition de valeur lorsqu'il est dans le besoin. Du coup, le SEO est pertinent par rapport à ça parce qu'en fait, le client nous découvre au moment du besoin. Donc c'est un canal qu'on a énormément travaillé dès le début, qu'on a structuré pour être scalable, c'est-à-dire pouvoir créer du contenu, l'optimiser, le monitorer sans forcément faire appel à nos développeurs. Donc beaucoup de maturité sur le sujet. Ensuite, on a d'autres leviers comme le SIA. En ce moment, on fait beaucoup de séquences de mails et de lead generation. Donc on combine au final pas mal de leviers en termes d'acquisition. Et le principal, ça reste vraiment le SEO. Par contre, en termes de marketing, c'est vrai que on a toujours eu une approche assez scientifique de la chose. Parce qu'en fait, on est 3 fondateurs, 3 ingénieurs. Le premier profil marketing à nous avoir rejoint, donc c'est Benjamin qui nous a rejoint il y a 5 mois. Et du coup, c'était une approche très pragmatique et très data-driven. C'est-à-dire qu'on a pris tout le funnel et plutôt que de mettre le paquet sur l'acquisition, on s'est toujours posé la question, c'est quoi la priorité pour nous et comment on va travailler pour faire plus de locations et plus de business sans forcément faire que de l'acquisition. Donc, le premier sujet qu'on a beaucoup travaillé, c'était la conversion. D'accord. Donc, la conversion est passée de 10 à 30% en un an. Oh. Pour la simple et unique raison, c'est que la métrique qu'on suivait le plus, c'était pourquoi on convertit pas. C'est-à-dire que lorsqu'un client nous sollicite et qu'on ne convertit pas, on a systématiquement un call pour savoir pourquoi on l'a pas converti. Est-ce que c'est un problème de pricing? Est-ce que c'est un problème de dispo? Est-ce que c'est un problème de modalité de paiement? Alors, quand tu dis un call, ça veut dire que la personne, elle vous a trouvé, on va dire, sur Google. Ouais. Tu parlais de SEO. Elle se rend sur le site de Tractor. Il y a la pelleteuse qui l'intéresse devant son écran. Il essaye de réserver. Tout à fait, ouais. Il rentre ses coordonnées. Il va pas jusqu'au paiement. Tout à fait. Donc, en fait, un client, c'est différentes choses. Il y a celui qui va en effet faire le funnel, qui va arrêter au moment du devis. Donc là, on va l'appeler pour savoir ce qui s'est passé. On a le client qui va nous appeler au téléphone aussi. En fait, aujourd'hui, on est sur une population qui a pas beaucoup l'habitude du digital et donc qui connaissent pas forcément la marque et qui ont tendance à nous appeler au téléphone au premier contact et qui vont nous faire une demande de devis pour le coup. Par contre, sur les besoins d'après, ils passent par la plateforme parce qu'ils nous connaissent, ils sont rassurés, mais sur le premier contact, ils vont nous appeler. Après, on reçoit aussi, comme on commence à être connu, on est un peu référencé sur des bases d'entrepreneurs et des fois, on peut recevoir par email des demandes de consultation. Donc, on a différents canaux qui nous permettent d'avoir des clients qui arrivent et en fait nous le taux de conversion c'est vraiment sur une demande qui est faite et du coup on a traqué ce truc là pourquoi on convertissait pas et en fait on regardait les raisons principales et on mettait des leviers en face. Tu peux nous donner une ou deux raisons peut-être Les raisons qui ressortaient en fait on pouvait avoir une raison qui était l'offre, on n'avait pas l'offre parce que c'était sur une ville ou sur une typologie de machine qu'on n'avait pas encore. C'était des fois le prix sur certaines typologies de machines, c'était les modalités de paiement parce qu'à l'époque on faisait que du paiement comptant et on avait des grosses structures qui avaient une très bonne santé financière qui payait que à 30 jours. Des fois, la raison, elle était simple, c'est juste une consultation pour répondre à un appel d'offres et il n'y avait pas de réel besoin tout de suite, donc c'est normal de pas convertir.
Et des fois c'était l'UX aussi, parce que le fonctionnement de la plateforme à l'époque, il était beaucoup plus lourd qu'aujourd'hui. Et du coup, on mettait les leviers petit à petit. Typiquement, quand c'était des problèmes de dispo, on allait voir les typologies de machines qui étaient le plus demandées, on avait des problèmes de dispo, et on allait prioriser l'acquisition de partenaires sur ces verticales-là. On voit, on a de plus en plus de demandes sur les nacelles ciseaux en Ile-de-France, donc on va aller chercher des partenaires qui font ça. Ce qui fait que cet élément, on l'améliore petit à petit, et du coup, le taux de conversion. Sur le paiement, à un moment donné, on a mis du paiement à 30 jours fin de mois en processant pour minimiser le risque. Ça nous a permis aussi d'améliorer ce taux de conversion. On a beaucoup amélioré l'UX en itérant dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on a atteint un niveau de 30%. Et pareil, on a beaucoup travaillé sur la rétention par la suite. Donc à un moment donné, on se dit, OK, on a un beau taux de conversion. Par contre, on est vraiment sur des clients qui ont des chantiers tout le temps, qui ont des besoins très récurrents. Donc aujourd'hui, on a un bon niveau de récurrence, mais en fait, on pourrait faire beaucoup mieux compte tenu du potentiel du portefeuille client. Du coup, on a fait le même travail très scientifique qui était de prendre tous nos clients, les appeler un par un et de savoir ceux qui sont jamais revenus, pourquoi ils sont jamais revenus. Et là, c'est assez facile, c'est très data-driven pour le coup. On voit qu'on a des clients qui sont pas revenus parce que, en fait, c'était un besoin ponctuel. Donc, le digital atteint aussi des gens qui ont un besoin hyper exceptionnel. Et du coup, c'est normal qu'ils soient pas revenus. Par contre, on avait des clients qui ont juste pas pensé à nous parce que, en fait, ils nous ont découvert dans l'urgence. Leurs partenaires habituels n'avaient pas de dispo. Et du coup, ils ont cherché sur Internet, ils nous ont trouvé. Après, ils ont repris leurs habitudes. On avait aussi des gens qui sont pas revenus par rapport à l'image qu'ils avaient de Tractor. Parce qu'en fait, ils avaient un besoin sur, je sais pas moi, une nacelle. Et donc, du coup, ils nous ont trouvés, ils nous imaginaient comme un petit loueur avec un parc très restreint qui avait que ce type de produit. Et le jour où ils avaient besoin d'un chariot télescopique, ils ont préféré consulter des plus gros loueurs pour s'assurer la dispo. Et ils avaient aucune idée de la largeur du parc qu'on avait, alors qu'aujourd'hui, on a 20 000 machines, ce qui est quasiment un des principaux parcs français. On a la gamme la plus large du marché, c'est-à-dire qu'on propose tout type de matériel avec ou sans chauffeur, du petit comme du très très gros matériel, très rare à trouver sur le marché. Et du coup, il y avait ces problématiques d'image. Il y avait aussi des sujets de clients qui n'étaient pas revenus parce que nos prix n'étaient pas forcément adaptés à la réalité du marché sur certaines niches. Alors que entre-temps, en fait, on s'est ajusté. Du coup, pareil, on a mis des leviers en place pour on soit plus présent dans leur esprit pour qu'ils reviennent régulièrement. On a mis en place un peu toute une expérience client pour marquer les esprits. À la fin de la location, ils reçoivent une carte postale pour les remercier, etc. Il y a un call sur la première expérience pour remonter est-ce qu'il y a eu des points de friction ou pas. Il y a des séquences de mails qui partent aussi pour favoriser ce repeat. Sur des clients très très récurrents qui ont des besoins spécifiques, ils ont des account managers. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que tous les mois, 60 à 70% de l'activité est générée par ces clients récurrents, qui est un signal très positif, que ce soit d'un point de vue économique, parce qu'en fait, un client récurrent te coûte beaucoup moins cher qu'un nouveau client. Et du coup, ça renforce l'équation économique et le modèle, mais aussi d'un point de vue service que tu es en train de créer. C'est-à-dire que si tes clients reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits, ils sont contents du service. Et ça, c'est clé pour nous développer. J'adore cette approche analytique. Merci. Idir, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Tu nous as donné déjà quelques-uns, mais... Ouais, on a bien les chiffres chez Tractor. Aujourd'hui, on est dans une phase de croissance, donc on accélère très vite. Aujourd'hui, on est présent en Ile-de-France et dans les principales villes de France, donc type Lyon, Bordeaux, Lille et Nantes. On a une gamme de matériel très large, donc avec 20 000 machines. On a un super timing en plus sur le marché avec le Grand Paris, les JO, etc. Donc ça, c'est top. On a à peu près 20-30% de croissance tous les mois. Donc on essaye de tenir cette croissance qui résulte du modèle économique, parce qu'avec le repeat, en fait, on a un cumul de portefeuille clients avec des clients qui reviennent, etc. Donc ça nous crée naturellement une première croissance, plus l'équipe qui se renforce, les budgets market qui croient. Donc ça nous crée naturellement cette belle croissance. Et l'objectif, c'est d'être national d'ici la fin de l'année et attaquer un pays européen d'ici l'année prochaine. Je pense plus vers la fin de l'année. Commencer à regarder un peu ce qui se passe sur les autres marchés pour ouvrir un nouveau pays. Ouais. Je pense que ça sera européen. On prendra un marché avec une taille significative. Européen parce qu'on a un go-to-market plus simple. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui peuvent être sur plusieurs pays européens. Et du coup, on peut exécuter plus vite parce qu'on arrive avec un réseau de partenaires qu'on connaît déjà, qui connaissent notre fonctionnement, on connaît leur fonctionnement et on peut exécuter plus vite. Ouais. D'accord. Idir, à un certain moment, tu parlais des services que vous offrez, notamment le transport. Je crois que vous vous aidez à transporter le matériel et puis vous gérez aussi le fait d'avoir un chauffeur ou pas. Ouais. Là, on n'est plus du tout dans le digital. Comment on gère ce type de service? Non, en fait, si on est toujours dans le digital, c'est d'un point de vue parcours client pur. Ce qui se passe, c'est que le client vient sur le site, fait une recherche sur la machine dont il a besoin. Donc, il va taper Minipel, par exemple. On a différents modèles, donc il va sélectionner le modèle le plus adapté à son besoin. Et derrière, il va faire une demande de résa.
Dans le formulaire de résa, il va mettre ses dates, le lieu du chantier, etc. Mais il va spécifier aussi ses besoins. Est-ce qu'il a besoin d'être livré sur chantier? C'est à peu près 90% des cas, parce qu'on est sur du gros matériel, donc ils sont pas forcément structurés pour aller le récupérer. Et ensuite, ils peuvent indiquer aussi est-ce qu'ils veulent louer avec ou sans chauffeur. Sur certaines typologies de machines, par exemple, on conseille vivement à nos clients de louer avec chauffeur, parce qu'en fait, en termes de rendement, ils y gagnent. Un partenaire qui loue une machine avec chauffeur, avec un chauffeur qui travaille dessus toute l'année, va être beaucoup plus efficace qu'un collaborateur dans une entreprise qui a les CACES, donc l'équivalent d'un permis pour piloter une machine, mais qui le fait que de manière ponctuelle. Franchement, les différences de rendement, elles sont incroyables, et donc du coup, on leur recommande de le faire avec chauffeur. Donc en fait, c'est dans le funnel. Et après, c'est le loueur qui prend en charge le transport et le chauffeur. Voilà. En fait, le client fait ça, et ensuite, nous, en fait, en base de données, on a cartographié un peu tous les loueurs de la place, qui fait quoi, comment, etc. Donc on sait qui sont les loueurs qui ont des chauffeurs, des opérateurs sur certaines typologies de machines. On sait ceux qui font le transport en interne, ceux qui l'externalisent. On a vraiment tous les éléments entre les mains. On a même des spécificités sur certaines machines ou certains accessoires. Et du coup, en fonction de la demande du client, on va identifier les plus pertinents et on va les solliciter dans un certain ordre, en fonction de la proximité au chantier, la qualité, etc. Donc c'est comme ça qu'on gère ces aspects-là. D'accord, donc ça reste du digital. Ça reste du digital, tout à fait. On n'est pas encore des logisticiens pour le coup. Ouais. Et comment on gère la disponibilité du matériel chez les loueurs? Est-ce qu'ils se connectent eux-mêmes sur la plateforme? Ils disent quel est le matériel disponible ou... Non, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent avec cette approche-là, en disant que les partenaires vont venir saisir les dispos. Sauf qu'en réalité, je pense pas que ça soit une bonne approche parce que c'est compliqué de contraindre un partenaire à venir saisir ses dispos tous les jours. Déjà, c'est un effort, c'est du temps passé. Si t'es pas en capacité, à la limite, le jour où t'es en capacité de lui délivrer du chiffre d'affaires de manière très quotidienne et qui peut staffer une personne dédiée à ça, why not? Mais je trouve que c'est très contraignant et d'ailleurs, il y a personne qui sait le faire aujourd'hui. D'accord. Du coup, comment vous gérez ça? En fait, les seuls marketplaces qui essayent de maîtriser la dispo en temps réel, c'est pas de la saisie, c'est plutôt de l'API où je fournis un SaaS. Je prends l'exemple de la fourchette. La fourchette, c'est je fournis un SaaS à mon restaurateur qui lui permet de gérer un certain nombre de choses du quotidien et de créer de la valeur. Et via cet outil de gestion, j'ai une vue des dispos que je peux proposer en temps réel. Je prends un autre exemple, c'est des exemples de nos investisseurs en plus parce qu'on acquiert à l'aventure au capital, qu'on connaît très bien ce sujet-là, Doctolib. Doctolib, c'est un logiciel pour les médecins qui leur permet de gérer leur quotidien et du coup de récupérer l'agenda en temps réel et de proposer les dispos. Donc en fait, c'est le seul quasiment moyen de gérer la dispo en temps réel. C'est soit on a un outil de gestion que le partenaire utilise au quotidien et dans ce cas-là, soit c'est la plateforme qui l'a fait, donc elle a accès à cette dispo, soit c'est un acteur externe qui le fait et du coup on va faire une API pour communiquer. Tractor, on est un peu dans cet ADN, c'est-à-dire l'idée c'est pas leur mettre une console où ils viennent saisir leur dispo de manière quotidienne, c'est trop de travail pour eux, mais c'est plutôt de voir comment on peut les outiller avec des outils qui leur permettent de gagner du temps sur leur quotidien et nous de récupérer les dispos en temps réel, et ceux qui ont déjà des ERP explorer les systèmes d'API. Maintenant en termes de tech on développe énormément de choses, donc c'est pas forcément notre priorité aujourd'hui, mais par contre on arrive à bien la gérer. Donc là on a beaucoup de chance nous dans notre modèle, c'est que la dispo on la gère bien parce que la machine c'est une commodité, c'est-à-dire qu'un client qui vient louer je sais pas moi une grue araignée, le critère tel ou tel partenaire n'est pas forcément important. La machine qu'elle soit verte ou jaune, qu'elle soit de 2013 ou de 2014, c'est pas forcément des critères importants en termes de décision. Ce qui va l'intéresser c'est d'avoir une machine qui répond à son besoin technique et qui fonctionne correctement. Et donc du coup en fait on a une marketplace qui fonctionne un peu comme Uber, c'est-à-dire que on a une seule annonce par typologie de machine que le client réserve, donc il choisit pas forcément le partenaire A ou B ou C. Et par contre derrière, on sait qu'on a plusieurs partenaires et qu'on aura forcément de la dispo. C'est juste qu'on va les solliciter dans un certain ordre, suivant nos critères de sélection, un peu comme Uber ferait avec ses chauffeurs, c'est-à-dire lorsqu'on va chez Uber, on va pas sélectionner le chauffeur qui nous intéresse le plus, on veut juste réserver un véhicule et on sait qu'on aura une qualité de service relativement homogène. Et ensuite, c'est Uber qui va solliciter les chauffeurs qui sont à proximité pour voir qui est intéressé par la course. On a à peu près le même schéma. Ok, excellent. T'es arrivé à mettre au digital des gens qui sont jamais arrivés à s'y mettre tout seuls? Ouais, clairement, je pense, on est sur l'une des industries les moins digitalisées pour le coup. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a plein de petites anecdotes par rapport à ça. Moi, mes premiers clients, par exemple, c'était des clients qui venaient de mon réseau, des entreprises avec qui j'ai travaillé par le passé. Il y a souvent des gens qui sont très peu digitalisés pour le coup. Et je me rappelle, j'ai un client en particulier qui a loué chez nous la première fois. On lui a expliqué le process, on lui a dit qu'il fallait faire une ouverture de compte en ligne, suivre le funnel, réserver, etc. et puis payer par carte bleue. Il nous disait, oh là, votre truc, il est super compliqué. Moi, je préfère passer en agence
présence physique, signer un bon de commande, remettre un chèque de caution, alors que ça prend une demi-journée. Ouais. Parce que tout ça, c'était nouveau pour lui et qu'il n'avait pas l'habitude. On a fait 1, 2, 3, 4, 5 locations et à un moment donné, il avait un besoin très spécifique, donc une carotteuse, un produit qu'on propose pas parce que c'est du petit matériel. Et là, on lui explique qu'on fait pas ce genre de matériel et il nous dit les gars, vous vous démerdez parce que je me vois plus louer comme avant, c'est-à-dire passer en agence et perdre une demi-journée. Donc c'est une population qui est très peu digitalisée, donc faut lui faire changer ses habitudes. Par contre, en fait, ils adoptent très vite le service et en fait, ils se rendent compte que c'est tellement plus facile. Ils ont un seul interlocuteur, quel que soit le besoin. Ils peuvent booker leur machine en 2 minutes chrono. Ils ont tout le temps de la dispo. Ils sont sécurisés parce qu'ils ont accès à des meilleurs tarifs, un peu comme une centrale d'achat. Ils ont un vrai contrat d'assurance qui les couvre en cas de sinistre. Ils ont des contrats juridiques plus fair, plus justes entre le loueur et eux. Et donc, du coup, derrière, en fait, ils se rendent compte que le schéma traditionnel était beaucoup plus complexe. Et là, on se dit, on a vraiment créé la valeur pour nos clients. D'accord, excellent. Et dire, avec tout ça, quels sont selon toi les ingrédients clés qui font qu'on réussisse dans le digital, qui font qu'on arrive à proposer un service ou un outil qui marche dans le digital? Je pense que ce qui est important, c'est déjà de résoudre un problème, mais un vrai problème. Aujourd'hui, Tractor, on loue des engins de chantier et les engins, c'est un vrai besoin. C'est-à-dire qu'une entreprise, si elle a pas son engin de chantier, elle fait pas ses travaux. Donc on n'apporte pas du confort, mais on répond à une vraie problématique métier. Et je pense que c'est important qu'un entrepreneur réponde à un vrai besoin et soit pas juste de son côté à fantasmer sur une idée ou un truc qui lui plaît mais qui plaît pas forcément à plus de gens ou qui plaît à 2-3 structures mais c'est pas forcément une problématique générale. Donc je pense que ça c'est clé. C'est vraiment de répondre à un vrai besoin. Et ensuite, le business model, parce qu'en fait, malheureusement, il y a des super services et des super produits qui répondent à des vrais besoins, mais le client n'est pas prêt à payer pour, où il n'y a pas de modèle économique. Donc, faut s'assurer qu'il y a un vrai modèle économique derrière, parce qu'en fait, une structure se développe parce qu'elle se rémunère. Pour se rémunérer, il faut un business model. Après, c'est l'équipe, clairement, parce qu'en fait, on peut avoir une mauvaise idée avec une équipe d'Avengers, on en fait quelque chose, et inversement, une excellente idée, si l'équipe elle est pas au top, ça le fera pas. On dit toujours que pour réussir une boîte, il faut une bonne idée, une excellente équipe, une excellente exécution. Et en fait, avant même une bonne exécution, il faut une exécution tout court. Donc, faut une équipe qui bosse bien, qui bosse beaucoup, qui est complémentaire. Donc, pour moi, c'est clé, ouais. D'accord. Hier, t'as parlé de tes investisseurs. Vous avez fait une levée de fonds. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, comment ça s'est passé et puis pourquoi avoir choisi cette voie? Je vais commencer sur le pourquoi. On a décidé de lever. On a décidé de lever pour une simple raison, c'est que on avait besoin d'accélérer parce qu'on est sur un marché qui est vierge mais qui est important, sur lequel je pense il y a d'autres acteurs qui vont arriver. On avait besoin d'accélérer sur ce sujet-là. On a le modèle aussi qui fait qu'on a besoin de lever, c'est-à-dire on est sur une marketplace et les premières années on est là pour construire un actif. On a différents actifs chez Tractor. Le premier actif, c'est la techno qu'on construit. Le deuxième, c'est le réseau de partenaires sur lequel on peut capitaliser par la suite. Et le troisième, c'est le réseau de clients. Parce qu'en fait, comme on est sur un portefeuille client avec des besoins récurrents, en fait, une fois qu'on a ce portefeuille client, on capitalise dessus sur les années à venir. Qui dit construire un actif, dit besoin de financement. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Ensuite, comment ça s'est passé? C'est que, en fait, on avait commencé à faire nos premières locs en octobre 2016. Et on a été assez rapidement contacté par des fonds dès janvier-février 2017, dont Kerala Venture. D'accord. Donc ils vous ont repéré. C'est pas toi qui es parti les chercher. Non, ils nous ont repérés. D'ailleurs, ça s'est fait sur la petite anecdote, c'est que en fait, ils ont leur réunion hebdomadaire où ils discutent un peu des différents deals reçus, etc. Et t'as un des partenaires qui avait dit tiens, j'aimerais bien faire un deal dans le BTP. Et du coup, ils avaient un analyste qui était stagiaire, Jean, qui s'est dit je vais regarder il y a quoi comme start-up dans l'industrie. Il nous avait identifié, il nous a rencontrés. D'ailleurs, je le dédicace parce que il a fait le job de A à Z, c'est-à-dire qu'il nous avait sourcé, il nous avait contacté, il nous avait présenté Kerala et il était là jusqu'au deal final. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Nous, on planifiait de lever, donc on pensait démarrer notre process mars-avril, donc ils étaient venus un peu en amont, donc on s'est dit c'est super. On a vite accroché avec eux, donc Antoine, Marc-Laurent, Olivier, parce qu'en fait, c'est des vrais entrepreneurs. Ils sont très opérationnels, donc ils aident beaucoup les boîtes dans lesquelles ils investissent. Ils ont une excellente réputation dans l'écosystème, parce qu'ils ont des belles références, parce qu'ils aident vraiment leurs startups au quotidien. Et en plus, ils apportaient une vraie expertise sur le modèle marketplace. Donc ils avaient fait La Fourchette, Doctolib, Malte, Evaneos, etc. Donc ils connaissaient très bien ce modèle-là. On se disait que c'était intéressant pour nous. Et le deuxième fonds qui est rentré au capital, donc en juin 2017,
C'est BTP Capital Investissement. Donc c'est un fonds de CapDev pour le coup, qui investissait pas forcément dans les startups. On est la première startup dans laquelle ils investissent. Et là, c'est beaucoup d'humains. C'est juste que on avait rencontré leur DG Stéphane Curentier au salon des travaux publics via SMA BTP. Le contact est bien passé. Il a montré un intérêt. Et lorsqu'on a eu une proposition de Kerala, on les a appelés pour leur dire ça va être un peu juste en termes de timing. Ils nous ont dit écoutez, on aime beaucoup ce que vous faites. On pense que vous créez vraiment de la valeur pour le secteur et on veut être dans le tour. Donc ils nous ont rejoints. Il faut savoir que BTP Capital Investissement, c'est le fonds qui est détenu à la fois par SMA BTP, l'assureur numéro 1 du secteur, BTP Banque, Pro BTP et les fédérations. Donc ça nous apporte une vraie légitimité dans le secteur et un label assez fort et du networking. Donc on avait à la fois des experts du digital, du web et de la marketplace qui sont très actifs au quotidien avec nous. Et derrière, on a un super réseau du BTP qui nous apporte une légitimité. Donc c'était assez complémentaire. Et sur le deuxième tour de financement donc qu'on a fait ce janvier 2019, on a gardé un peu ce même ADN, c'est-à-dire qu'on a nos investisseurs historiques qui ont réinvesti. Du coup, derrière, on a eu à la fois des BA qui viennent du digital et qui ont fait la marketplace, donc Pierre Krings, Pierre Kosciusko-Morizet et Xavier Niel via le fonds Team Aventure, et à la fois des gens qui viennent de l'industrie aussi du BTP. Donc on a un ex-dirigeant d'un gros leader mondial de distribution de matériaux qui nous a rejoint au capital aussi. Donc on garde ce double ADN à la fois digital et BTP qui est très complémentaire au sein du capital de Tractor. Excellent. Et dire c'est le moment des temps forts. Ouais. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir? Alors c'est compliqué parce que j'ai pas forcément de pire moment en particulier ou de bons moments en particulier. Je pense que lorsqu'on est entrepreneur, c'est un peu les montagnes russes, c'est-à-dire qu'on se prend des claques, on se prend des gifles, on enchaîne aussi les bonnes nouvelles et les victoires. Et donc du coup, c'est vraiment ce quotidien-là. Nous, on était armés dès le départ à se prendre des claques. Et on était prêts psychologiquement à se prendre des claques parce que on allait dans une industrie qui est très complexe dans son fonctionnement, un métier qui est pas très facile. C'est ça qui est aussi excitant, c'est de dire on fait quelque chose qui est difficile à exécuter. Et du coup, ça, on arrive à bien le faire, ça crée une vraie barrière à l'entrée. Et du coup, on s'est mangé pas mal de claques qui font partie de l'apprentissage. Nos premiers litiges, parce que dès qu'on commence à faire de plus en plus de volume, forcément on peut avoir des litiges. On apprend un peu à les gérer, on sait pas trop les gérer au début, on apprend petit à petit. Idem sur les impayés qu'on pourrait avoir. Dès qu'on avait mis du paiement à 30 à 40 jours, fallait le processer et le sécuriser. Et bah du coup au début il y a des loupés, on apprend à les ajuster. On a fait pas mal de pivots sur le modèle aussi, qui ont été très structurants, mais il n'y a pas de pire moment en particulier. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un beau moment, le plus beau moment? Pareil, le plus beau. En fait, on a une tradition chez Tractor, c'est qu'on fête un peu tout. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, qu'elle soit significative ou pas, on la fête. Et du coup, on garde pas forcément un moment en particulier. Typiquement, en termes de business, on garde un très bon souvenir de la toute première location, parce que c'est là où on constate du chiffre d'affaires, on se dit on fait quelque chose d'utile et sur lequel on peut se rémunérer. Et on a fêté la toute première location 100% automatisée, de bout en bout, c'est-à-dire que le client a commandé tout seul, le sourcing s'est fait automatiser, la réponse du loueur, la mise en relation, etc. On fête tout le temps les records, la plus grosse location, la plus grosse journée en termes de business, la plus grosse semaine, le plus gros mois. Dès qu'on signe un nouveau partenaire, en fait, il y a énormément de choses qu'on fête au quotidien. Là, on a Kevin qui nous a rejoint cette semaine, donc on a fêté ça hier. Donc excellent. Dire c'est le moment de l'interview top 5. Le livre que tu recommandes? Je lis pas beaucoup pour le coup. Il y a un livre que j'ai lu récemment qui est pas mal, c'est L'entreprise du bonheur, parce que je trouve que ce qui fait la réussite d'une boîte, c'est son capital humain. Et du coup, c'est un livre qui explore un peu tous ces aspects-là, et je le conseille à tous les entrepreneurs. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Que je suis un en particulier, je sais pas. En fait, j'en ai quelques-uns pour des différentes raisons. J'aime bien Jack Ma d'Alibaba parce qu'en fait, il est parti de rien, il s'est construit avec ses associés, etc. Et parce qu'il montre aussi la puissance d'une marketplace sur du B2B avec des paniers moyens élevés et des besoins récurrents. Ce qu'on est en train d'essayer de reproduire sur le secteur du BTP. C'est vrai que marketplace est assez connu dans l'univers du B2C, mais très peu B2B. Et c'est un des premiers exemples significatif. Après, il y a un entrepreneur aussi que j'aime bien, qui est pas forcément connu de l'écosystème startup, c'est Issad Rebrab, qui est un chef d'entreprise algérien qui a créé le groupe Cvital, qui était de formation chef comptable, qui s'est construit en partant de rien, qui a fait passer l'Algérie de pays importateur et exportateur sur énormément de verticales et qui a bâti un groupe aujourd'hui de plusieurs milliards. J'aime beaucoup parce que je pense que l'Afrique a besoin de ce type de chef d'entreprise, leader et visionnaire, pour porter le continent. Et donc du coup je le suis aussi. Sinon rien d'original, Elon Musk, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, quoi. Il se donne un objectif, il y va et il se donne aucune limite. D'accord, excellent.
Ton outil en ligne préféré? On n'est pas trop outils, on utilise très peu d'outils au final. Je pense il y a un outil qu'on utilise pour le SEO que j'aime beaucoup, c'est Smart Keyword. Il permet en fait de gérer son SEO avec une approche très je priorise. Donc en fait on identifie les mots-clés les plus pertinents. Il est capable de prioriser suivant les opportunités. Est-ce qu'on est capable de ranker très vite dessus ou pas? Et il te donne une to-do sur les actions à réaliser pour améliorer sa visibilité. Donc on utilise pas mal. Après on utilise en interne Notion pour tout ce qui va être partage du savoir-faire, les scripts commerciaux, les objections types, nos process internes, remontée de feedback sur la plateforme, mais aussi pour en tant que gestionnaire de tâches, et puis Slack pour communiquer entre nous. D'accord. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui? Le premier conseil, ça serait en fait d'aller s'imprégner bien de l'industrie et des acteurs, donc en allant échanger avec un maximum de personnes, en essayant de vendre dès que possible. En fait, je pense que nous, ça s'est fait un peu en improvisant, mais on s'en est rendu compte à quel point c'est important. C'est qu'on a commencé à vendre avant même que la plateforme soit mise en ligne. Et en fait, ça nous permet vraiment d'apprendre le métier. Parce qu'en fait, en amont, on a une vision assez naïve des choses et des choses qu'on n'anticipe pas. Par exemple, dans la location, on s'est rendu compte que les prix étaient dégressifs, qu'il y avait toujours des mouvements entre le booking de départ et le booking final, parce qu'on avait prolongé ou réduire la location, parce qu'il y avait la refacturation de gasoil, etc. Et ça, c'était des choses qu'on maîtrisait pas forcément en amont et qui étaient structurantes. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire du business dès que possible et pas se mettre des barrières en se disant oui, mais il me faut ma plateforme, il faut mon appli, etc. Parce qu'en réalité, en fait, on peut faire des choses juste avec un email et un téléphone, quoi. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service? Moi, je pense que c'est l'humain. Notre meilleur investissement, c'est l'humain vraiment de bout en bout. C'est-à-dire que ce soit mes associés, donc Julien et Laura, l'équipe qu'on a montée. Aujourd'hui, on a une super équipe bien équilibrée où il y a une bonne ambiance avec des gens qui sont compétents et qui savent quoi faire. On a beaucoup d'entrepreneurs aussi, des gens qui ont monté des boîtes et qui nous ont rejoints. Et ça, c'est super parce que c'est des gens qui savent prendre de l'initiative, qui sortent de leur poste quelque part pour apporter vraiment un plus à la boîte. Et on capitalise beaucoup dessus. Que ce soit le choix de nos investisseurs aussi, avec des profils très entrepreneurs qui nous apportent un vrai plus au-delà de l'apport financier. Donc je pense que c'est notre meilleur investissement, le capital humain. Ouais, c'est notre principal actif aujourd'hui. Et dire merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre? Merci à toi. Donc nous aujourd'hui on est présents sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, Twitter, Tractor. Tractor, et non pas comme l'outil de logiciel de DJ. Sinon, essentiellement sur LinkedIn pour le coup. Excellent, merci Edir, à bientôt. Merci à toi Néa. Merci encore à Edir pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui est en lui. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante, envou.co/24, le chiffre 24. Vous trouverez aussi une checklist des étapes essentielles pour réussir à créer un produit numérique qui cartonne sur envou.co/formation. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous.